Bon, allez, je vais faire mon intro. Ça fera venir les retardataires. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, Julien Bertrand, je suis animateur bénévole du groupe local du Lierre sur Bordeaux. Et très heureux de vous proposer aujourd'hui ce webinaire en partenariat avec 3AR, et avec Anne Benz, ici présente, qui est directrice de cette structure. Et je remercie Anne d'avoir préparé cet événement et qui va l'animer. Cet événement s'inscrit dans le programme Solutions Transition. Solutions Transition, c'est une coalition inédite d'une quinzaine de grands acteurs, coalition pilotée par l'association Le Lierre, qui propose du contenu et des événements aux collectivités territoriales, en matière de transition écologique, bien sûr. Le Lierre, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un réseau constitué de professionnels de l'action publique engagés pour la transition écologique. On est à peu près 2500 en France qui s'entraident, s'enrichissent mutuellement et font bouger les lignes de l'intérieur. N'hésitez pas à nous rejoindre pour ceux qui ne sont pas déjà membres en vous inscrivant sur le site de l'association. Donc c'est le-lier.fr. Donc ce webinaire va être enregistré, il va durer 1 heure. Vous inquiétez pas, il y aura le temps de questions et d'échanger avec les intervenants. Mais je laisse Anne vous en dire un peu plus. Merci à tous en tout cas d'être présents. Bonjour à tous. Merci Julien pour l'invitation à participer. On fait une quiche sur les outils Internet, mais je serais intéressée à savoir si le public, les personnes inscrites, est-ce qu'on a beaucoup d'acheteurs publics? J'ai quelques noms que je connais qui sont des acheteurs de chez nous. Là, je vois Fabien, je vois Déborah en PACA. Donc, j'ai vu Fleur aussi. Enfin, voilà, on a des personnes qui maîtrisent un peu le sujet. Je pense que voilà, la question, c'était est-ce que, avons-nous, Arthur, toi qui maîtrises l'inscription, des participants qui sont un peu de tous horizons, de tous bords en termes de métier au sein des structures publiques, ouais. Ok, alors on adapte un discours. Donc voilà, sur certains, ce sera redondant, sur d'autres, ce sera nouveau. J'essaie de couper-moi, posez-moi des questions si vous en avez. Donc moi, je m'appelle Anne Benz, effectivement, directrice de l'association 3R, qui est le réseau régional de l'achat public durable en Nouvelle-Aquitaine. On travaille, on n'est pas les seuls, en fait, à peu près tout le territoire français est couvert par des réseaux similaires aux nôtres qui proposent de l'accompagnement, des temps d'information, d'échange, de la valorisation des expériences et des bonnes pratiques. Moi, j'inscris ce webinaire aujourd'hui vraiment là-dedans, hein, de valoriser ce que font nos adhérents et de le partager au plus grand nombre en favorisant les échanges. En 2025, on a à peu près 110 adhérents. Le gros du volume d'adhérents en nombre, ce sont les collectivités territoriales avec 80% d'adhérents qui sont des collectivités. Si on passe en volume d'achat, le secteur hospitalier, par exemple, est un gros acteur de l'achat, mais les bailleurs sociaux aussi. Donc, ça rééquilibre. Je n'ai pas le tableau là, mais voilà, juste pour vous dire qu'on a une variété d'acheteurs adhérents en typologie, en nombre et en taille de structure. On a un site internet que je n'ai pas mis là, mais vous aurez le lien. Donc, juste pour vous dire où on se situe, pour ceux qui ne sont pas forcément au quotidien sur le sujet de l'achat public, et donner quelques éléments chiffrés. Donc, quel est le volume d'achat national en termes l'achat public national on est à, bon, ça dépend selon la police ou les manifestants, mais le rapport sénatorial qui est sorti à l'été 2025 dit plutôt 400 milliards d'euros chaque année, ce qui est équivalent au budget de l'État sans la Sécu. Donc, pour vous dire le levier d'action énorme que peut être la commande publique, avec une répartition avec voilà, 50%, la moitié des achats publics sont effectués par des collectivités territoriales. Vous avez les typologies de familles d'achat, enfin de grands achats, travaux, fournitures, services, c'est à peu près un tiers, et les services étant quand même assez importants. L'idée de la commande publique, c'est qu'elle soit aussi au service des TPE-PME, que les principes d'égalité d'accès à notre commande publique, liberté d'accès à notre commande publique, on constate que bon, on arrive presque à la majorité, on est sur un gros tiers pour les grandes entreprises,
PME, ETI, voilà, 60-40%. Voilà pour les éléments chiffrés. Donc, je vous donne également le fait que le métier d'acheteur public, c'est un métier protéiforme. On a au sein de nos réseaux des typologies de personnes qui sont, des typologies de profils qui sont très variés. On s'amuse à faire des portraits d'acheteurs adhérents. Vous entendrez Sylvie tout à l'heure. Vous pouvez aller voir sur notre site pour un peu mieux appréhender le métier de la commande publique, qui n'est pas forcément juste un juriste pénible. C'est aussi des personnes qui viennent vous soutenir au sein de vos structures et qui mettent en œuvre les politiques publiques par leur commande publique. Donc, évidemment, ce que je vous disais, la commande publique, levier fantastique en termes économiques pour accompagner les transitions. Donc, le législateur s'en est bien emparé depuis notamment une grosse dizaine d'années. On va aujourd'hui parler de la loi AGEC. On va parler d'économie circulaire appliquée à la commande publique, en particulier d'un article, l'article 58. Mais sachez qu'en fait, voilà, on a pas mal. Alors, on a une obligation générale. Comme je le rappelle, comme on parle de commande publique aujourd'hui, c'est que le 22 août, tous vos marchés devront comporter au moins une considération environnementale. Au moins une considération environnementale, c'est de manière cumulative une clause et un critère environnementaux. Quand on est sur des familles d'achat où on a déjà des obligations sectorielles assez importantes comme AGEC, l'idée, c'est déjà de respecter la loi qui est déjà assez ambitieuse. Donc, je vais vous faire un petit focus sur la loi AGEC. J'essaie d'aller vite pour me couper s'il y a besoin. Donc, la loi AGEC de 2020, donc ce sont 130 articles déclinés en 5 axes: sortir du plastique jetable, mieux informer les consommateurs, agir contre l'obsolescence programmée, lutter contre le gaspillage et pour le réemploi solidaire, et mieux produire. Et donc, la commande publique, c'est un super levier. Il y a d'autres articles qui concernent la commande publique, mais là, on va vraiment parler de l'article 58, qui est pour 17 familles d'achat, l'obligation d'acquisition de biens issus du réemploi, de la réutilisation ou contenant, pardon, une faute, de la matière recyclée. Donc, cette obligation, elle est pour les acheteurs de l'État et les acheteurs des collectivités territoriales et de leurs groupements. Ça ne vous empêche pas, si vous êtes dans l'hospitalier, d'aller acheter de l'économie circulaire, mais vous n'avez pas l'obligation de rapportage qu'ont les collectivités et l'État. Et les acquisitions concernées sont les marchés de fournitures, les fournitures acquises dans le cadre de marchés de travaux ou de services, et les biens acquis via le don. Ça, c'est une nouveauté. Donc, les textes d'application, il y a eu un premier texte d'application en 2021, puis une évaluation de ce texte d'application qui a mené à un nouveau décret et son arrêté en février 2024. Donc, je ne reviens pas sur l'ancien, mais avoir bien en tête que ça a déjà été testé, il y a eu des remontées, il y a eu une consultation publique, donc il y a quand même eu des remontées terrain sur quelques sujets, comme par exemple les EPI qui étaient intégrés dans des obligations en réemploi, je crois. Et en fait, voilà, typiquement, certaines familles d'achat pour lesquelles l'offre n'était pas très prête. Et donc, voilà, où c'était difficile de pouvoir acquérir selon cette obligation réglementaire. Donc, 17 catégories de produits. On va calculer selon le volume total de dépenses annuelles hors taxes. L'idée, c'était de pouvoir au départ, c'était une obligation et finalement, on est passé sur une progression pluriannuelle, 2024, 2027, 2030. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, la prise en compte des dons dans le décompte. Quelques éléments de définition. On va les chercher dans l'article L541-1-1 du Code de l'environnement. Donc, le réemploi, on est sur une opération d'usage identique et les matières, substances ou produits ne sont pas passés par le statut de déchet. La réutilisation, on est sur des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets, qui sont réutilisés de nouveau et donc qui vont nécessiter une étape de préparation pour être réutilisés. Et le recyclage, on est vraiment sur une valorisation de produits qui sont passés par le statut de déchets. Donc, on a des obligations qui concernent un bloc réemploi-réutilisation et de manière cumulative, des obligations qui concernent le recyclage.
L'autre élément important, c'est que vous avez un rapportage obligatoire au niveau national sur un site ouvert à tous, un site datagouv.fr. La deadline, c'est le 30 juin, donc on s'est dit que c'était bien de faire ça avant le 30 juin. L'année dernière, on avait regardé avec Léonie, ma collègue, combien de remontées obligatoires avaient été réalisées en Nouvelle-Aquitaine sur notre territoire. Bon, clairement, ce n'était pas exhaustif. Je crois qu'on était sur une grosse vingtaine de remontées d'informations, entre autres aussi parce qu'il y avait un bug pour certains acheteurs qui avaient bien fait le travail, mais il y avait un bug sur la plateforme, donc qui n'avaient pas réussi à le remonter. Donc, on pense que cette année, ce sera plus respecté, de plus en plus de toute façon. Donc, les 17 catégories d'achat, vous voyez, elles sont nombreuses. Produits textiles, papier, mobilier aménagement intérieur, articles et équipements sportifs, jeux et jouets, bocaux et flacons, matériel informatique et téléphonie, fourniture de bureau, mobilier urbain, entretien des espaces verts, matériel d'entretien des espaces verts, consommables d'impression, gros électroménagers, reprographie impression, transport et pièces détachées, équipement de collecte des déchets, bâtiments modulaires ou préfabriqués, véhicules et pièces détachées. Donc, pour chaque famille d'achat, je vous en ai donné sur un, vous allez avoir une obligation. Donc, ce que je vous ai dit, on a sur un volume en montant de dépenses annuelles hors taxes par catégorie, une obligation à la fois en réemploi et réutilisation et une obligation en recyclage, enfin en intégrant des matières recyclées, pour une échéance 2024, 2027 et 2030. Donc, je vous donne l'exemple sur le textile. Hop. Donc, le textile, c'est donc la grande catégorie. Il détaille quels sont les produits qui sont concernés, donc textile d'habillement, chaussures, gants et linge de table. Donc, tout ça, vous l'avez dans les textes d'application et dans le super guide du Commissariat général au développement durable de mise en œuvre. Je vous ai mis le lien après. L'image qui est à côté est issue de ce guide-là. Donc, pour des achats textiles, donc on est sur l'année 2024, on a une obligation de textiles en réemploi à hauteur de 8%, de textiles avec des fibres recyclées à 20%. On passe en 2027 à 15% en réemploi, 25% recyclé. Et en 2030, 15%, on reste à 15% en réemploi et on monte sur la part recyclée. Donc, par exemple, je dépense 10 000 € en textile en 2024. Je dois dépenser 8% en réemploi, donc 800 € hors taxe, et 2 000 € de produits intégrant de la matière recyclée. On a eu des questions. On a un dispositif qui s'appelle le guichet vert, qui accompagne les acheteurs dans la mise en œuvre de la loi climat et donc l'obligation des 100% de considération environnementale pour du coup mettre le pied à l'étrier en fait de l'achat durable et vous donner à la fois la réglementation mais aussi des éléments des pièces de marché, enfin voilà, partage des pièces de marché, des exemples de clauses qu'on a pu voir, etc. On nous a posé la question à plusieurs reprises, c'est pour ça que je le remonte, mais du textile en réemploi, est-ce que on est quand même sur la peau des personnes, textile d'habillement par exemple, est-ce qu'il n'y a pas une double injonction qui risque d'être contradictoire avec des normes en termes de textile? On a interrogé, voilà, c'est dans le guide du CGDD, on a interrogé derrière. Il n'y a pas enfin, c'est OK d'utiliser du textile en réemploi. Et notamment, nous, on précise, c'est la famille globale, en fait. Hein. Textile d'habillement, chaussures, gants, linge de table. Donc, il ne faut pas hésiter à, dans la grande famille, faire un calcul sur certains qui sont plus faciles que d'autres en matière de réemploi. Donc, la fameuse ressource que vraiment, je vous invite à aller regarder. Il est très bien fait, ce guide, si vous ne le connaissez pas déjà. Il vous donnera plein de bonnes idées. Il décortique bien quand même l'obligation réglementaire aussi. Alors, nous, au niveau du réseau, on a été pas mal sollicité par nos adhérents pour savoir comment je le prends en main, etc. Donc, en fait, l'année dernière, on a organisé un parcours AGEC,
Donc il y a pas mal de personnes là, qui représentent des structures adhérentes. Donc, je vous rappelle que vous avez accès à tous les replays des webinaires qu'on a fait. En fait, on a fait un webinaire par famille d'achat quasiment pour vraiment aller comprendre déjà la réglementation par famille, voir alors en région Nouvelle-Aquitaine, est-ce qu'on connaît des initiatives de fournisseurs? Quelle est la maturité de l'offre? Est-ce qu'on va plutôt être sur, par exemple, sur de réemploi? Est-ce qu'on va pouvoir l'exiger? Est-ce qu'on va plutôt être sur un travail autour des plans de progrès? Est-ce qu'on va travailler sur voilà, un lot réservé parce qu'il y a des structures d'insertion sur notre territoire qui sont en capacité de répondre à notre demande? Par exemple, sur le textile, si je reviens sur mon exemple de tout à l'heure, on sait qu'il y a de l'offre en textile sur notre territoire. Voilà, et des partages de retours d'expérience. À l'issue de ces webinaires, en fait, Marie et Léonie, mes collègues, ont produit des fiches synthétiques par famille d'achat et des fiches retour d'expérience avec renvoi vers des pièces de marché. Donc, n'hésitez pas, chers adhérents, à aller faire un tour sur votre espace ressources. Et puis, ce qu'on a fait cette année, c'est qu'on ne veut pas arrêter la dynamique. Donc, Marie a animé un webinaire sur les remontées de données. Et donc, j'ai vu que Fabien, tu étais là de Bordeaux Métropole, qui a partagé son expérience de comment est-ce que je pilote la donnée des achats annuels et comment je fais la remontée de données. Donc, on a des ressources internes, on a un réseau, hein, donc on s'appuie sur l'expertise de nos membres. Et on va continuer, je pense, au deuxième semestre pour continuer notamment ce qui ressort beaucoup, c'est dans les problématiques. C'est pas tant la partie procédure, rédaction des procédures, les choix des procédures, c'est plutôt la partie comment est-ce que je fais le suivi d'exécution et le pilotage de la donnée, parce que si on reporte, enfin voilà, est-ce qu'on reporte au fournisseur? Est-ce que nous, on a un suivi d'exécution et on est outillé en interne pour pouvoir, via nos bons de commande, faire un suivi très fin? Voilà, c'est vraiment le sujet qui remonte de nos adhérents. Et je pense que Alexandre, Sylvie et Vincent qui vont témoigner ne me contrediront pas. Voilà pour mes propos introductifs. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'aime bien quand on me dit que ça a été très exhaustif ou on était déjà au courant de tout. Pas de questions spécifiques sur le cadre? Ok. Vous avez mes contacts là. Je vais envoyer à Julien le support. Donc, vous l'aurez pour vous avec les liens qui vont bien. Julien, du coup, tu lèves la main. Le son est prêt. Petite question. Concernant les services de l'État qui doivent suivre l'application de ces décrets, est-ce il est prévu ou est-ce que il y a un contrôle qui va être effectué, un rappel des obligations auprès de ceux qui n'auraient pas respecté l'obligation de reporting? Alors, pour les acheteurs de l'État, déjà, je fais connaître les outils, parce que là, je ne les ai pas valorisés, là, je vais vous les rajouter. La direction des achats de l'État met à disposition de ces acheteurs, mais en fait, finalement, ouverts à tous, donc y compris les collectivités, des guides de bonnes pratiques qui sont très bien rédigés, très opérationnels. Donc, il y a ce côté appui à la montée en compétences. Sur la partie suivi, je n'ai pas connaissance que quelqu'un se soit fait taper sur les doigts ou voilà, c'est plutôt une disposition qui encourage l'acheteur à vraiment utiliser ce levier de la commande publique pour accompagner le développement de l'économie circulaire sur son territoire. Comme pour Egalim, on est quand même sur un rapportage de la donnée qui est public. Egalim, vous savez, vous devez remonter les 50% de produits de qualité que vous mettez dans les cantines, vous devez les remonter sur un site qui s'appelle macantine.gouv.fr. Donc, n'importe quel parent d'élève peut aller regarder si la cantine dans laquelle mange son enfant respecte bien les obligations de la loi Egalim. Donc là, potentiellement, un opérateur économique qui se lance sur l'économie circulaire ou peu importe, un citoyen peut aussi aller regarder sur la plateforme DataGouv où en est sa collectivité, où en est l'État en termes de respect de cette loi AGEC. Donc voilà, à ma connaissance aujourd'hui, c'est surtout ça, plus les contrôles des chambres régionales des comptes, mais voilà ce que je peux vous partager. Peut-être que certains des participants ont des retours d'expérience. N'hésitez pas, si vous êtes fait contrôler, tapez sur les doigts ou
si on vous a encouragé gentiment à bien respecter cette disposition, n'hésitez pas à le partager au groupe. Bon, écoute, manifestement, c'est bon. Alors, on passe, si ça vous va, on va passer sur le côté partage d'expérience. Donc, on commence avec Vincent et Sylvie, que je ne vois pas. Sylvie, tu es là? Elle est avec nous? Oui. Ok. Oui, je suis là. Je suis là. Je vous laisse vous présenter déjà et puis nous expliquer le cadre de votre organisation achat à Grand Poitiers, comment vous fonctionnez, est-ce que vous avez un cadre, est-ce que vous avez un spaser par exemple? Par exemple. Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Oui, donc Sylvie Dupoirier. Donc, je suis la directrice des achats et des moyens généraux à Grand Poitiers et à la ville de Poitiers, puisque nous sommes une direction mutualisée. Donc, Grand Poitiers, pour présenter un petit peu la collectivité, c'est 200 000 habitants, 3 500 agents, une direction achat donc, qui rassemble à la fois tous les métiers de l'achat, donc les juristes marché public, évidemment, indispensable, mais aussi une équipe d'acheteurs transversales donc qui s'occupe de tout ce qui est moyens transversaux de la collectivité, et ils sont très nombreux, puisqu'on a environ 150 consultations à mener. Et puis, une partie aussi sur la comptabilité et l'exécution financière des marchés publics. Voilà. Donc, on a toutes les composantes de l'achat. C'est 145 millions d'euros d'achat pour 2025. C'était un peu plus l'année précédente. Évidemment, ça dépend des années budgétaires. Cumulé pour la ville et pour Grand Poitiers. Voilà. Environ 40% de travaux. Puis le reste, les fournitures et services. Pour l'année 2025, on peut dire qu'avec Vincent, on est content. On a explosé un peu le plafond par rapport aux considérations sociales et environnementales. On s'y est mis depuis très longtemps, il faut dire. Enfin, on s'y est mis depuis 4-5 ans. Et Vincent en témoignera. Il a été spécialement recruté pour ça. Donc aujourd'hui, on doit atteindre les 82%, si je ne me trompe pas, Vincent, parce que ça change un peu selon les stats. 82% de considérations environnementales dans nos marchés et plus de 22-23 sur les considérations sociales, d'une manière générale. Voilà. Ce qui n'est pas tout à fait conforme à nos objectifs, mais bon, on va faire les efforts qu'il faut. Voilà. En ce qui concerne peut-être cette économie circulaire et puis la mise en œuvre de la loi AGEC, c'est vrai que c'est pas été facile, hein, on ne va pas se voiler la face, mais nous, on a un document cadre qui est le SPASER, donc le schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables, qu'on a adopté en 2024. Donc ce SPASER définit 4 objectifs qui ne sont pas vraiment surprenants, hein, c'est les objectifs qu'on trouve traditionnellement dans les SPASER, ce que j'ai un peu coutume de dire, sans vouloir galvauder le travail qui a été fait, bien évidemment, mais on retrouve ça obligatoirement. Donc, les 3 piliers économique, social et environnemental, plus le chapitre gouvernance. Donc, plus particulièrement, on l'a construit de manière, ce SPASER, on a essayé de le construire de manière un peu participative à la fois avec les élus et à la fois avec les techniciens, pour justement que ce ne soit pas simplement un document qui s'impose, et c'est un document auquel ils adhèrent. Et ça, c'est toute la difficulté. Voilà. Donc, depuis 2024, on a donc adopté ce SPASER. On a toute une batterie d'indicateurs. Et parmi ces batteries d'indicateurs, on a aussi un axe AGEC, typé AGEC. Mais bon, on ne va pas se voiler la face, je laisserai Vincent en parler un peu plus précisément. C'est un petit peu compliqué quand même pour nous. Même si on fait partie des collectivités qui, l'année dernière, avons bugué pour renseigner le site. Cette année, on va peut-être essayer de s'y remettre avec Vincent. Hein. Voilà, on a encore 7 jours, Vincent, pour réussir. Voilà. Alors, ce qu'on peut dire, ce qu'on fait, nous, où je vais laisser Vincent peut-être étayer, puis après on reviendra sur les exemples qu'on a mis en place avec des
des exemples assez significatifs de marché, voilà, qui sont mis en place. Je te laisse, Vincent. Bonjour, donc Vincent Delagarde, moi je travaille avec Sylvie à Grand Poitiers et je suis référent sur les achats responsables. Et on a une centrale d'achat avec 65 adhérents où on a beaucoup de marchés transversaux qui vont rayonner au travers de cette centrale. Concernant les indicateurs de la loi AGEC, de l'article 58, effectivement, hein, on est confronté, comme tout le monde, aux mêmes problématiques. C'est-à-dire que déjà, d'un point de vue régie, on ne peut pas sortir ces indicateurs-là, donc on se tourne toujours vers nos fournisseurs qui sont staffés ou pas pour pouvoir nous les sortir, et puis qui sont, s'ils vont anticiper, on peut avoir un détail des fois par ligne, mais c'est très compliqué. On n'arrive plus généralement à avoir les totaux de ligne, c'est-à-dire que si je prends par exemple le mobilier et aménagement d'intérieur, ils vont avoir du mal à nous faire la distinction entre les différentes lignes qui composent ce thème. En revanche, ils peuvent nous ressortir une valeur globale. C'est toujours un peu compliqué après à retranscrire quand on doit faire un état de ce qu'on achète. Parce qu'on a, on a la valeur globale, mais on n'a pas la valeur détaillée. Ou alors qu'en partie. Donc voilà. Tous les fournisseurs ne sont pas en capacité de pouvoir nous répondre non plus. Donc, il y a forcément un écueil. Hein. Il y a des trous dans les informations qui nous sont tournées. Et là où on aura le plus de visibilité, c'est ce que commençait à annoncer Sylvie, c'est sur les marchés qui sont effectivement prévus pour du réemploi, de la réutilisation, par exemple, où là, on est avec Valoris, Croix-Rouge Insertion et l'Arc Gratterie, qui sont des entreprises dont le but, effectivement, est de fabriquer que du réemploi et de la réutilisation. Donc là, effectivement, on est sur 100% de nos dépenses qui rentrent dans le cadre. Et là, on sait ce qu'on achète. Donc, c'est beaucoup plus simple. En dehors de ces points-là, ça va être un peu plus compliqué. Éventuellement, en informatique, ça marche plutôt bien aussi. On a un retour sur l'informatique parce qu'effectivement, le champ est beaucoup plus restreint et puis il est très professionnel aussi en même temps. Donc là, on n'a pas trop de difficultés. En revanche, le reste, ben voilà, c'est toujours un peu compliqué. En fait, c'est quand on fait les consultations nous-mêmes dont l'objet est très précis. Par exemple, le papier, on sait que c'est du papier recyclé. Nous, il n'y a pas photo dans notre cahier des charges, c'est du papier. On veut du papier recyclé. Donc ça va. On a quand même quelques exemples aussi sur le mobilier, les familles de mobilier, où là, on a créé un lot. On n'achète pratiquement plus de mobilier neuf, on n'achète que du mobilier d'occasion. Voilà. On a aussi, alors c'est très lié aussi aux entreprises de l'ESS du territoire. Donc nous, on a lancé une grosse consultation marché réservé avec une vingtaine de lots et marché réservé. Hein, et dans ces lots, il y a tout ce qui est justement mobilier ou confection textile ou juste mobilier, confection textile, pardon. Et donc, en ce qui concerne particulièrement les mobiliers, on a un lot conventionnel où on achète des mobiliers d'occasion, mais aussi on a un lot avec les entreprises que Vincent vient de citer, notamment Croix-Rouge Insertion locale. Et là, on a fait des opérations très, très particulières et ça marche très, très bien avec les services. C'est-à-dire que nous, on est direction achat. Donc, pour nous, on peut y aller, c'est facile. Mais c'est emmener la totalité des acheteurs, entre guillemets, ou des prescripteurs de la collectivité qui est vraiment très compliqué. Et parce qu'il y a beaucoup de directions, il y a une cinquantaine de directions, il faut chacun est pilote de ses achats, sauf pour un certain secteur, comme par exemple les mobiliers, où là on peut influencer nettement. Hein, voilà. Donc du coup, par exemple, on a équipé la totalité d'un équipement culturel chez nous qui s'appelle la Villa Bloc, et on l'a totalement équipé avec du mobilier de réemploi. Et les services étaient partie prenante. Plutôt que d'aller acheter, alors j'ai honte de le dire, ils avaient acheté chez Ikea il y a quelques années, voilà, stop, vous n'avez rien entendu. Mais là, on est passé à des choses réemployées, voilà, et de caractère, vous voyez. Et donc, ils sont convaincus d'avance. Là, les services sont convaincus, ils savent qu'il faut faire comme ça. On a équipé également
l'hôtel de la communauté urbaine avec, on avait une salle qui était vraiment, bon, c'était vraiment pas joli du tout, enfin, c'était bancal, enfin bref, voilà. Donc on a fait aussi venir cette entreprise et tout est réemployé avec, on a même mis des sièges du cinéma d'il y a 20 ans. Ils ont recouvert des sièges qui venaient d'un hôtel qui était au Futuroscope. Voilà, ils ont fait des tables avec du bois local. Hein, voilà. Donc, c'est aussi un partenariat. Ce que je peux dire, pour nous, c'est aussi un partenariat avec les entreprises de l'ESS du territoire. Voilà, pour pouvoir atteindre les objectifs assignés sur ces familles-là, en tout cas. Je ne vous parle pas des ordinateurs. Les ordinateurs, c'est un petit peu plus compliqué pour ça. On a aussi un partenariat assez étroit avec d'autres entreprises de l'ESS du territoire pour les confections textiles. Et là, par exemple, le protocole qui est donc chargé des manifestations, a acheté toute une série de nappes. Le nappage, c'est compliqué. Je ne savais pas, mais j'ai appris qu'il fallait des nappes très très longues et qu'il fallait qu'elles soient d'un seul tenant. Et donc, du coup, ils ont réussi à trouver des chutes de tissu et à fabriquer ces nappes qui font 6, 7, 8 mètres de long. Ils ont fabriqué également des petits du papier, alors du tissu, mais cadeaux, donc qui permet d'envelopper, donc de faire des cadeaux. Ils ont fabriqué également des petites serviettes cocktail, des petites serviettes hein, qui sont distribuées à l'occasion des fêtes et cérémonies. Voilà. On a également, à l'occasion d'une manifestation, on a travaillé beaucoup avec eux sur la confection d'objets publics promotionnels. Là, en l'occurrence, c'était des sacs avec des bâches de récupération du service de la communication. Donc, on a récupéré ces bâches, on a donné le tissu, enfin les bâches en matière très, très presque plastique, hein, à revoir, à confectionner, pardon. Et du coup, c'était extrêmement réussi. On a également un autre marché de jeux jouets, sur la famille des jeux jouets, où on a un partenariat avec une EBE, une entreprise à bénéfice d'emploi, où là, on a fait un lot spécifique pour pouvoir… alors, celui-là, c'est toute la difficulté. Celui-là, on l'a fait parce qu'on savait qu'il y avait une offre de l'entreprise. Aujourd'hui, il n'y a pas de consommation sur ce marché parce qu'il faut arriver à convaincre le CCAS en particulier, notamment tout ce qui est crèche, d'utiliser ces objets. Voilà. Et on a toute une démarche partenariale à avoir, on a déjà entrepris, mais il faut les convaincre là, de pouvoir d'utiliser ces objets. Voilà. Voilà ce que je voulais dire, moi, sur les témoignages. Vincent, tu peux peut-être compléter? Non, je pense que tu as fait le tour. Ouais, j'avais aussi je voulais rebondir là, je jouais, etc. Après, il y a des choses qui ne rentrent pas forcément dans le champ, donc comme les aménagements des cours d'école ou des choses comme ça, parce que c'est du mobilier d'extérieur pour le coup, ce qui est un peu bête, parce que c'est pareil sur la loi AGEC, faire des distinctions entre l'aménagement intérieur et l'aménagement extérieur, c'est dommage, parce que c'est vrai qu'en termes d'aménagement extérieur, on a une belle marge de manœuvre aussi qui peut être réalisée, et je vois, on en fait nous énormément. En extérieur, que ce soit pour l'espace public, pour les écoles ou ce genre de choses. Mais bon, ça ne rentre pas dans la loi AGEC, pour le coup. Il y a une distinction en fait entre mobilier aménagement intérieur et mobilier urbain. Et effectivement, comme on avance catégorie par catégorie, ce que je disais tout à l'heure, effectivement, quand on a des segments qui sont plus matures que d'autres, on a envie de faire un bloc et puis d'avancer plus sur certains. Mais voilà. Ok, bah super, merci pour vos témoignages. Donc, ce qu'on arrive voilà, moi je me suis noté juste pour se le fixer que finalement les secteurs matures comme les fournitures de bureaux, papier, etc., informatique, sur lesquels il y a des produits notamment recyclés, hein, ce que tu disais Sylvie. Finalement, ça c'est assez facile à mettre en place sur la part recyclée. Donc ça, c'est quand on est sur des marchés matures. Et la partie réemploi, il faut vraiment connaître son écosystème territorial, notamment les structures d'insertion, les structures de l'économie sociale et solidaire qui sont en capacité de répondre à notre besoin. Vous avez un marché assez exemplaire puisqu'en fait, c'était un marché avec que des lots réservés. Donc, en fait, tous les services, en plus, c'est une centrale d'achat, donc tous les acheteurs du territoire peuvent aller faire, entre guillemets, leurs courses dans ce marché. Pour autant, ce que tu dis, il faut aller sensibiliser, mobiliser, acculturer les services pour qu'effectivement,
la seconde main devienne la norme et pas seulement l'exception. Tout à fait. Sachant que ces marchés-là sont en plus sur la centrale d'achat où on a 65 adhérents à la centrale d'achat, donc des gros donneurs d'ordre. Et donc, du coup, ça apporte aussi du chiffre d'affaires à ces structures sur le territoire. Voilà, c'est important. Okay, super. Et du coup, c'était la petite transition aussi sur le fait que la plupart des centrales d'achat proposent aussi des produits AGEC. Pour certaines, elles font les remontées de données AGEC. Donc, pour les plus petits, entre guillemets, qui n'ont pas l'ingénierie pour monter des marchés sur toutes ces familles-là, sachez que vous pouvez demander à la plupart des centrales la remontée AGEC. Voilà. C'est quand même une information qui est importante. Merci pour vos témoignages. Est-ce qu'on a des questions ? Est-ce que vous êtes tous accablés par la chaleur? Moi, excusez mon cas personnellement. Julien? Moi, j'aurais aucune question. Oui, du coup, est-ce que justement pour animer cette communauté d'acheteurs, vous avez créé, vous avez un réseau avec des acheteurs que vous avez ciblés, vous les réunissez, vous allez sur le terrain avec eux, visiter les fournisseurs. Comment vous animez pour convaincre et embarquer progressivement de plus en plus d'acheteurs? Premièrement. Et deuxièmement, est-ce que du coup, vous avez aussi un fort soutien politique et avec la Direction générale des services, par exemple, qui, tous les semestres, réunit l'ensemble de votre réseau et est-ce qu'il y a vraiment je suppose que le Spazer est piloté, mais du coup, comment vous faites avancer votre dynamique? Ouais, alors notre Spazer, il est piloté. Vous savez qu'on a eu des élections municipales, donc et communautaires aussi. Donc on est un petit peu là en attente, mais les nouveaux élus ont manifesté leur intention de reprendre effectivement ce Spazer. Donc là, il sera probablement un petit peu amendé, c'est normal, avec une nouvelle équipe. Donc ce Spazer, il est piloté. Ouais, il y avait tout un chapitre gouvernance dans le Spazer. Et on a trois copiles quand on peut, mais jusqu'à présent, on est plutôt sur deux copiles par an, avec des objectifs assez clairs. En tout cas, la réaffirmation des objectifs qui sont contenus dans le Spazer. Ça, c'est certain. Voilà. Après, techniquement, par rapport à la centrale d'achat, on essaie de communiquer avec nos directions. C'est pas toujours facile parce que c'est vrai que c'est assez chronophage. Mais dès qu'on peut, par exemple, vous voyez sur ce que je vous disais sur les jeux joués, bon, on a fait une réunion spécifique parce que là, il y a des donneurs d'ordre bien particuliers. Donc, on a fait une réunion spécifique, mais on sent qu'il va falloir qu'on la refasse, cette réunion. Donc, ça, c'est ce qu'on essaie de généraliser à tous nos utilisateurs. On essaie de faire des salles. Vous voyez, alors, c'est pas tout à fait sur le domaine de la loi AGEC, mais par exemple sur les produits d'entretien, on fait un salon des produits d'entretien pour sensibiliser aussi nos utilisateurs d'utiliser les bons produits. On essaie de les limiter déjà, de cadrer, d'expliquer. Voilà, on fait la même chose sur les vêtements de travail et les EPI. Voilà, c'est pas tout à fait en lien malgré tout avec le thème qui nous anime aujourd'hui, mais voilà, à chaque fois les acheteurs, l'équipe d'acheteurs là, essaie de sensibiliser au mieux avec des fiches d'exécution, des réunions, pas si souvent que ça, mais on essaie de les sensibiliser quand même à travers d'autres médiums, notamment à travers notre intranet aussi. Voilà. C'est pas parfait, mais on fait, je dirais, avec les moyens qu'on a et on essaie d'être très pragmatique et de cibler bien les acheteurs concernés plutôt que de faire des grands messes. C'est plutôt notre action. Vincent, tu voulais dire quelque chose, toi? Oui, tous les marchés passent par notre cellule juridique. Donc, en fait, les juristes, ils sont aussi alertés en fonction des marchés, de ce qui pourrait éventuellement relever de la loi AGEC et plus particulièrement de l'article 58 ou non. Et dans 90% des cas, elles savent que ça s'applique à ce marché-là. Donc, elles vérifient que dans le CCTP, il y a bien toutes les informations pour que les fournisseurs ou les titulaires nous fassent remonter les informations nécessaires à la loi AGEC en ciblant effectivement par rapport au marché les lignes qui leur correspondent. Et puis quand elles ont un doute, elles reviennent vers moi, elles me posent la question et là, je regarde plus précisément et je leur fais le retour si oui ou non c'est concerné ou pas, ou dans l'éventualité où ça pourrait l'être,
on rajoute toujours ce petit article dans le CCTP pour qu'on ait fait remonter de l'information. Donc oui, on cible surtout par rapport au marché, par rapport aux acheteurs. Et moi, j'avais une question, c'était par rapport à Anne, ce que tu disais là sur les centrales d'achat, où tu disais qu'elle pouvait faire remonter la loi AGEC, enfin les informations relatives à la loi AGEC. Mais ça, j'ai du mal à comprendre parce qu'en fait, quand on adhère à un marché d'une centrale, elles ne savent pas ce qu'on va consommer derrière, ce qu'on va acheter. Donc, comment est-ce qu'elles peuvent nous remonter Ah, ces c'est ton informations? bilan. C'est le bilan. Elles te font le bilan sur tes consommations annuelles à la demande. Alors, je ne vais pas citer les noms, j'en sais au Ok. moins 2, mais voilà. Vous demandez, vous leur demandez. De toute façon, plus on demandera et plus ils feront. Oui, ouais, c'est vrai. Ok. D'accord. Alors, merci beaucoup pour vos témoignages. On va partir en Dordogne dans un EPCI un peu plus petit, un tout petit peu plus petit, Alexandre, comité de communes Périgord-Limousin. Eh bien, à ton tour, est-ce que tu peux nous expliquer comment vous fonctionnez, comment est structurée la fonction achat à la CDC Périgord-Limousin? Et un peu présenter la structure aussi, le nombre d'agents, combien vous achetez. À vous les Oui, bien studios. sûr. Bien sûr, pas de souci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc moi, je suis Alexandre Bouvier. J'interviens pour la communauté de communes Périgord-Limousin. Je suis responsable des services développement du territoire et services commande publique. Donc simplement, la communauté de communes Périgord-Limousin, c'est une communauté de communes rurale qui est basée entre deux agglos, à une demi-heure de l'agglo de Périgueux, au nord-est, et à 1 heure de l'agglo de Limoges. 22 communes pour 14 000 habitants. Donc nous sommes 80 agents. Notre budget annuel est de 21 millions d'euros. Et en termes d'achat, alors ça oscille en fonction des coûts, des dépenses d'investissement et de fonctionnement, mais on est environ à 2 500 000 euros. Donc jusqu'à présent, nous n'étions pas, jusqu'à 2024, moi je travaille sur le service marché public avec une collègue, un agent. Nous n'avions pas, donc déjà, à la différence de Grand Poitiers ou d'autres métropoles ou communautés urbaines, nous ne sommes pas tenus de mettre en œuvre des démarches type Spazer, mais néanmoins, il y a eu une volonté politique de mener, de conduire une stratégie des achats responsables depuis maintenant 2024. Et elle est toute neuve, puisque je viens pas plus tard que la semaine dernière de la restituer aux différents agents, aux différentes personnes qui passent des achats, des acheteurs, donc acheteuses dans notre communauté de communes. Donc tout simplement, donc nous on a voulu faire simple, on a voulu faire opérationnel, on a voulu embarquer les élus et les agents sur cette démarche-là. Donc je vais vous partager déjà la base qui a été donc définie, à savoir la stratégie et les 5 axes directeurs qui ont été défendus, voulus par les élus. Avant ça, on a eu des groupes de travail pour définir un peu l'état des lieux en lien avec ma collègue directrice des services financiers, administration générale. Ce qu'on a cherché à savoir, c'est faire un mini-audit, un état des lieux, savoir comment les agents achètent, ce qui fonctionne, ce qui dysfonctionne, quelles sont leurs méthodes d'achat, comment ils travaillent avec leurs fournisseurs. Enfin voilà. Donc il y a eu des groupes de travail. On a réuni tous les acheteurs à travers des groupes de travail. De là, on a identifié un petit peu nos méthodes de fonctionnement en interne. Ça a été la première phase. Ensuite, à partir de là, deuxième phase du travail, ça a été, on a repris toute la comptabilité. Et dans toute notre comptabilité, on a identifié, certains appellent ça la nomenclature achat ou les familles d'achat. Voilà. Mais ça, c'est quand même important parce que ça nous a permis ensuite, et on le verra après, à partir de ces familles d'achat qui ont été identifiées, de faire un travail notamment sur le volet critères environnementaux et critères sociaux. Voilà. Donc, on a fait ça avec nos collègues. Et
là, on a travaillé à définir la gouvernance. J'ai travaillé à définir la gouvernance politique du projet. Donc, avec une délibération officielle de la démarche. Donc, le président était impliqué, le vice-président en charge des finances et des marchés publics, et puis la commission des marchés, le directeur général de la communauté de communes. Alors, il faut savoir, excusez-moi, je ne vous l'ai pas dit, simplement, cette démarche, elle est engagée communément pour 2 structures. Et la communauté de communes Périgord-Limousin et son SIAS. Voilà, c'est une structure qui est partagée, donc où on a regroupé aussi dans la gouvernance la directrice du CIAS et le directeur général, notre directrice financière et moi-même. Voilà. Je vais vous partager très simplement là, voilà. Donc, les 5 axes directeurs qu'ont défendu, qu'on souhaitait mettre en avant nos élus, à travers vous le voyez? C'est bon, Alexandre. Ce joli arbre qui a été créé en interne, sans agence de communication, par notre service communication. Voilà. Donc, 5 axes. Non, plus sérieusement, le premier, c'est véritablement, puisqu'on est tous maintenant au fait sur la responsabilité pénale, juridique et financière des agents, donc éviter les risques pénaux, limiter les risques administratifs lors de la passation de nos marchés. Ensuite, un véritable enjeu, et je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure par Sylvie Dupoirier, à savoir comment au mieux accompagner nos services acheteurs. C'est vrai que alors nous, on est en toute modestie 80 agents, mais quand vous avez des acheteurs ou des acheteuses qui sont éclatés dans différents bâtiments, dans différents lieux, qui ne se voient pas tout le temps, qui travaillent de manière semi-autonome ou autonome sur les achats, il y a quand même des messages stratégiques à faire passer. Certaines personnes adhèrent, certaines adhèrent moins. Ça, c'est ce que j'ai vu aussi au travers de la démarche qui a été engagée. Donc, acheter raisonné, acheter raisonnable, ça veut dire que par moment, dans les groupes de travail, quand on s'est retrouvés, c'était d'expliquer aux gens aussi, est-ce que véritablement, cet équipement, vous avez besoin de l'acheter, ou alors peut-être qu'il existe et que vous n'avez pas questionné tel ou tel autre service, par exemple. Ou alors, est-ce que vous avez véritablement besoin d'acheter du neuf alors que sur le territoire, vous avez une recyclerie avec qui vous pouvez travailler? Voilà. Ou alors, est-ce que j'achète pas un produit finalement? Moi, j'ai besoin d'une Twingo blanche. Et en fait, finalement, dans le cahier des charges que je suis en train d'établir, je suis en train de définir une Audi A3 surpuissante. Voilà. C'est aussi ça, l'achat raisonné. C'est vraiment de se dire, finalement, on achète au plus juste de mes besoins et c'est important dès le départ, de calibrer, d'estimer son achat en fonction de ses propres besoins. Ensuite, voilà, puisque quand même la commande publique, c'est un effet levier important sur l'accès aux entreprises locales. Donc, c'est de faciliter l'achat local tout en respectant bien évidemment les règles de la commande publique. Mais pour illustrer, donc on avait invité d'ailleurs 3AR à participer à un salon inversé des achats responsables que l'on a mis au point avec 3 autres communautés de communes voisines. L'idée étant de non pas d'avoir des entreprises exposantes, mais des communautés de communes exposantes et d'échanger avec des entreprises locales, notamment avec un club d'entreprise, pour leur exposer quel va être notre plan de charge et nos prochains achats. Voilà. Axe 4, axe 5. Donc, axe 4 en lien avec la loi AGEC et la loi climat et résilience. Acheter responsable, lutter contre le réchauffement climatique. Donc, là, on insiste sur... mais j'y reviendrai parce qu'on a quand même quelques écueils sur le process interne de la loi AGEC. La loi climat et résilience qui est déjà dans les mœurs, mais qu'il faut rappeler quand même sur les notions de clauses et de critères. Donc, on accompagne les acheteurs là-dessus. Qui d'ailleurs, petite parenthèse, se retrouvent parfois démunis quand il s'agit de définir concrètement une clause dans un marché ou un critère. Donc,
l'apport de solutions aussi externes comme le guichet vert en lien avec le réseau 3AR auquel on adhère est quand même assez précieux. Et puis, voilà, avec les outils que l'on a aussi, il y a des plateformes que vous connaissez certainement, Rapid ou autres, nous permettent, nous, service achat, d'être service support et de les aider par rapport à cela. Ensuite, l'axe 5, le dernier axe, donc parce qu'on a aussi voulu, moi je ne voulais pas mettre en œuvre une démarche descendante et imposer les choses. Donc on a travaillé avec notre comité de direction et donc je reviens sur les familles d'achat dont on avait parlé tout à l'heure. Et en fait, on a créé des colonnes, tout simplement, colonne clause environnementale, colonne clause sociale, colonne loi AGEC. Et en fait, concrètement, s'agissant de toutes nos familles d'achat, sur les clauses sociales, on a discuté ensemble et on a défini quelles étaient, selon nos collègues des différentes directions, les familles d'achat sur lesquelles on peut aller mettre de la clause sociale. Donc, typiquement, des achats de produits d'entretien, typiquement de l'entretien sur des zones d'activité, des entretiens de chemin de randonnée, voilà, pour vous donner quelques exemples. Donc ça a été la démarche, en fait, je vais arrêter mon partage. En fait, la démarche donc, de la stratégie des achats responsables dont je vous parle depuis le début, elle a été conduite en trois phases principales. Une phase, l'état des lieux. La deuxième phase que l'on vient de voir là, ça a été la stratégie des achats responsables. Et enfin, qui, selon mon analyse, est quand même la plus importante, en fait, j'ai créé une boîte à outils pour les acheteurs et les acheteuses qu'ils peuvent utiliser au quotidien. Et donc, en fait, ces outils, tout simplement, le but, c'était qu'ils puissent avoir toutes les mêmes outils. Donc, ça comprend quoi? Ça comprend, par exemple, des tableaux des seuils, tableaux à double entrée, en se disant, voilà, de 0 à 9 999. Alors après, c'est des choix en interne de notre structure, mais voilà qui fait quoi, voilà ce qui se passe au niveau environnemental, qui peut signer, qui a délégation. Au niveau social, voilà ce qui se passe. Au niveau sourcing, voilà ce qu'on vous recommande, etc. Qui fait quoi en termes de préparation en amont, qui fait quoi en termes d'exécution. Et pareil sur les différents montants, avec un montant qui a évolué depuis avril, vous savez, de 60 000 €. Donc ça, c'est un outil. Ensuite, on a doté les acheteuses et les acheteurs d'autres outils, à savoir des emails types pour les petits achats, mais qui représentent quand même un volume important pour nos structures. Des emails types quand les acheteurs, acheteuses passent des commandes. Donc, email type pour solliciter des fournisseurs sans mise en concurrence, ou des emails type avec mise en concurrence. Pareil, des lettres de rejet type avec mise en concurrence, sans mise en concurrence, voilà, etc., etc., etc. Avec ensuite, quand on monte un peu plus en puissance sur des montants plus élevés, des lettres simplifiées avec des expressions de besoin. Et ensuite, on va sur des cahiers des charges, même si après, nous, on a nos propres cahiers des charges qu'on peut rédiger sur le logiciel Marco. Mais voilà, donc en clair, maintenant, ils sont dotés de ces outils-là. Ça nous paraissait important. Et là, je vais, au cours de l'été ou enfin, on verra là, quand j'aurai le temps, mais j'irai partager ça aussi avec les secrétaires de mairie, parce que le but, c'est que voilà, ils puissent s'en accaparer et qu'ils puissent, s'ils le souhaitent, trouver ces outils-là s'ils en ont besoin pour leur activité. Donc ça, c'est la boîte à outils. Je finirai juste sur un point, donc la loi AGEC, parce que bon, on est tous au clair sur les familles, on est tous au clair sur les pourcentages que l'État nous impose, c'est très bien. Nous, en plus, on est volontariste. Hein. Je veux dire, on lance une stratégie achat responsable, on n'était pas obligé. Les élus ont souhaité lancer un plan climat air énergie, on n'était pas obligé. On a recruté un agent en cote ADEME partagé à 4 communautés de communes, on n'était pas obligé. Donc, on est convaincu, enfin, plutôt les élus sont convaincus de ces démarches-là. Mais la loi AGEC, ce qui est compliqué, c'est, enfin moi, après je le partage, il faudra me dire aussi, vous, comment vous le ressentez, ou si vous avez des meilleures pratiques que moi, je serais intéressé. Nous, on a essayé avec notre directrice financière, avec ma collègue, d'indiquer à tous les acheteurs, dès qu'ils
signent des devis, dès qu'ils signent des marchés, d'indiquer, nous faire un retour pour que dans Berger-Levrault, ce soit remonté avec le pourcentage en réemploi ou le pourcentage en recyclage. Là, on est le 23 juin. La remontée, c'est pour le 30. Et nous, on est encore dans une imperfection par rapport à ça. Parce qu'on a des marchés qui passent en loi AGEC et qui ne sont pas remontés aux services transversaux. Alors, ce n'est pas de la faute des agents, mais c'est qu'il faut qu'on fasse encore plus de pédagogie, qu'on réexplique peut-être le process qu'on a voulu mettre, qui n'est pas compliqué. Hein. C'est je signe un devis, je suis dans un service, je signe un acte d'engagement ou je signe un cahier des charges, j'inscris le pourcentage, loi AGEC réemploi, j'inscris le pourcentage, loi AGEC recyclage. Et ensuite, ça part en service finance qui le saisit dans Berger-Levrault. Voilà. Et après, pour que moi, avec ma collègue, entre le 1er janvier et le 30 juin, on arrive à saisir. Aujourd'hui, on n'y est pas. Voilà. Mais on ne va pas se faire taper dessus. L'État ne nous mettra pas d'amende parce qu'on en a déjà parlé en formation avec 3AR. Ouais, et puis effectivement, merci Alexandre et Sylvie et Vincent parce que vous parlez de vos écueils. Ça m'énerve quand on raconte que des belles histoires et qu'on ne sait pas comment l'aborder. Au moins, vous partagez vos difficultés. Et donc, Alexandre, moi, je la connais, la grille de procédure interne que tu as mise en place pour l'avoir relue avec toi et avoir participé un petit peu. Et effectivement, en fait, il y a pour chaque famille d'achat concernée par AGEC, c'est marqué dès l'amont. En fait, c'est vrai que la partie amont, sensibilisation, acculturation, travailler sur les procédures, etc., vous êtes tous quand même bien calés. Et effectivement, le sujet de la remontée de données pose des questions sur notamment l'imperfection de la remontée. Pour autant, vous faites tous au mieux et nous, on part du principe que oui, la remontée de données parfaite n'existe pas et on fait au mieux et on remonte l'info comme ça permet aussi de s'améliorer. Voilà. Et Alexandre, donc, quand on a préparé la réunion, tu m'as parlé de certaines familles d'achat sur lesquelles vous étiez déjà quand même plutôt bien. Le matériel informatique, je vois le temps qui passe, donc je le note. Matériel informatique reconditionné, les téléphones, les véhicules sur lesquels vous avez, du coup, finalement, ce qui sont des achats assez importants sur lesquels vous avez plutôt bien réussi à faire à la fois du réemploi et en part recyclé. Et d'autres familles sur lesquelles c'était un peu plus complexe. Oui, en 2 mots sur ces familles-là. Le matériel informatique, dès qu'on peut, on travaille alors pas sur les unités centrales. Ça, c'est un choix de notre part, mais sur les périphériques, clavier, souris, écran, voilà. On demande à nos fournisseurs de nous indiquer ce qu'ils peuvent et nous, on leur impose aussi du matériel reconditionné. Sur les achats de téléphone, la flotte de téléphonie, nous, on est sur, peut-être vous aussi, certains, abonnés à la plateforme RESA, RESAH, voilà, qui est une plateforme plutôt dédiée à l'hospitalier, aux établissements hospitaliers, mais c'est intéressant parce que aussi, on peut, déjà, ça représente des faibles coûts d'acheter sur cette plateforme-là des abonnements et des équipements de téléphonie. Et ensuite, ils ont des choix possibles de téléphones reconditionnés. Voilà. Et puis, sur des véhicules, il y a voilà, ça, c'est typiquement sur les véhicules, on sent que, comme sur la papeterie ou sur du produit bureautique, comme c'était indiqué tout à l'heure, ils ont vraiment, dans leur approche, ils ont bien saisi la loi AGEC. On sent que leurs commerciaux ou leurs entreprises ont fait des efforts pour bien intégrer cette dimension-là. Et dans leur offre, souvent, maintenant, ils intègrent la loi AGEC. Donc, ça, c'est plus simple pour nous, que ce soit sur des fourgons, des véhicules et autres. Ouais. Trop bien. Donc, effectivement, une approche par famille d'achat, c'est on travaille dans la dentelle, dans les marchés publics. Super. Merci beaucoup. Julien, je te laisse peut-être conclure ce webinaire, sachant que le support, je te le mets à disposition, il vous sera envoyé. Et puis, moi, je veux bien récupérer la vidéo enregistrée pour la mettre sur notre site, si vous en êtes d'accord, le lien. Bien sûr, avec plaisir. Merci à tous les 4 de nous avoir éclairés sur vos sujets. C'est vrai que l'assistance avait des compétences assez diverses. Hein. Il y avait des acheteurs professionnels et des gens comme moi qui ne le sont pas. Donc, merci d'avoir été pédagogique. Et j'encourage l'ensemble des participants à aller sur le site
de l'association que dirige Anne Betz pour avoir tous les outils. Sachez que pour ceux qui ne sont pas de la région Nouvelle-Aquitaine, effectivement, il y a d'autres associations qui font ce même magnifique travail indispensable. On aimerait bien sur d'autres thématiques de la transition écologique qu'il y ait des associations régionales qui soient aussi proactives. En tout cas, sur les achats, c'est top qu'on ait Anne et son équipe. Merci à tous.